disponibilité à être avec nous. Et je passe directement la parole à notre ami sénégalais pour nous parler, pour nous donner quelques témoignages de personnes qui étaient entre autres arrêtées et refoulées, et aussi des témoignages sur la réalité de ces compatriotes aujourd'hui arrêtés en prison. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour les journalistes, bonjour les vous. Je vais vous donner quelques témoignages de le scandale qui s'est passé à l'ambassade du Sénégal. On est arrivé à l'ambassade du Sénégal à 9h, le mardi 28 mai. Si vous vous souvenez bien, demander une audience à l'ambassadeur au bout de ces Sénégalais arrêtés dimanche précédent par la police marocaine qui ont été refoulés à Oujda. Dont ils vu leur passeport confisqué. Nous étions quelques 200 à 250 personnes, plus sénégalais, ainsi par l'absence de réaction de notre ambassadeur auprès des refoulements. L'arrivée à l'ambassade, nous n'avions pas été reçus par l'ambassade et nous avons décidé de rester sur place tant qu'ils ne sont pas, et quel soit le temps que nous cela prêté. Il faut dire que ce que n'était pas la première fois, nous avons allé à l'ambassade sans obtenir aucune audience. Mais une fois la police marocaine est venue, il nous dit que l'ambassade demande de vous que vous sortiez. Nous avons refusé de si notre ambassade, nous ne sortirons pas. 2 minutes plus tard, il nous fait transmettre un papier écrit par l'ambassade, indiqué par que nous devions sortir de gré ou de force. Nous avons refusé et annoncé que nous restions de grâce de force. Vers 13h, la police investit l'ambassade pour nous faire sortir. Devant notre refus, nous sortirons de plus à 10 ou 20 polices, 20 maximum, ont été encore à nous bousculer. Malgré le fait, nous étions restés totalement pacifiques, essayant seulement de nous reposer. De nouveaux renforts ont été arrivés. À 20 minutes plus tard, ils nous ont commencé à hacher et frapper, essayant de nous défendre. Il y a eu quelques dégâts matériels. Nous avons été frappés et les policiers ont commencé à les arrestations. Pendant ça, 20 Sénégalais ont été arrêtés, dont 4 femmes et 17 garçons. Grâce au fait que sorti acheter une carte recette pour appeler la presse sénégalaise, que je ne sais pas qui a été. C'est le premier témoignage. يعني أول شهادة حول الواقع الاعتقالات اللي تمت في السفارة السنغالية. الشهادة الثانية. Oui, c'est fini. Oui, d'accord, merci. إذا شكرا الأخ حال الشهادة اللي قدم لنا حول واقع الاعتقال. نذكروا بأن معنا كذلك ناس جزء منهم تعرض للاعتقال، يعني تعرض للإرجاع، منهم اللي رجعوا حاولوا تمكنوا من بعد يرجعوا الرباط، يعني بعد ما مشاو حتى الحدود الجزائريه المغربيه اللي لحد الساعه حدود مقفوله، وما كنعرفش كيفاش كتم الاخراج ديال الناس ولا يعني الطرد ديال الناس من الحدود المغربيه الجزائريه، مع العلم ان ما كاينش سلطه اخرى من الجهه، يعني ما كاينش تفاعل وتعامل ما بين الحدودين. اذا هذا واقع، وكذلك سمعنا الواقع ديال الناس كيفاش تعاملوا معهم السلطات المغربيه او البوليس المغربي اللي كانوا كيطالبوا بحقهم المشروع انهم يستقبلوهم بالسفير. كنعطي الكلمه مباشره للاخ ستيفان لتقديم اخر جزء من هذا اللقاء اللي كيتضمن البيان الصادر على الجمعيات اثر هذه الاعتقالات المتمادة. Donc moi je vais juste intervenir pour préciser un peu les choses sur la déclaration commune sur un partenariat de mobilité qui va être signé normalement demain à Luxembourg en marge d'un sommet du Conseil de justice et affaires intérieures, c'est dans la ministre de l'Intérieur de l'Union européenne.
Alors, ça fait depuis 2002 au moins que l'Union européenne essaye d'imposer au Maroc la signature d'un accord de réadmission qui comprendrait la réadmission non seulement des ressortissants marocains, mais également de tous les étrangers qui ont pu transiter par le Maroc avant d'arriver en Europe. Les accords de réadmission, c'est un des instruments centraux de la politique migratoire de l'Union européenne. Alors jusqu'à ce jour, le Maroc s'est opposé à la signature de ces accords, dans lesquels il ne trouve aucun intérêt. Il a plus ou moins résisté aux pressions européennes, même si de fait, il accepte parfois des réadmissions, mais de manière ponctuelle, notamment en Ceuta et Melilla. Ces accords ne comportent en eux-mêmes vraiment aucun intérêt pour les pays concernés. Ils répondent qu'aux intérêts européens. Ce qui fait que les négociations, c'est plus du chantage que des négociations. Et le chantage, c'est on va faciliter la délivrance de visas pour certains, ou la possibilité de migration légale pour certains, contre toujours la signature des accords de réadmission. Mais en réalité, ces possibilités qu'on fait miroiter sont très réduites et sont très loin de compenser la charge de la réadmission qui est la contrepartie. Déjà en 2006, le commissaire européen Franco Frattini, il s'en cachait pas, il avait déclaré devant le Sénat français: la négociation d'accords de réadmission n'est pas chose aisée. La principale raison de leur lenteur, c'est que bien que ces accords soient en théorie réciproques, il est clair qu'en pratique, ils servent essentiellement les intérêts de la communauté européenne. Et donc ils sont très difficiles à faire accepter par les pays tiers. La bonne fin des négociations dépend donc beaucoup des leviers, ou devrais-je dire des carottes, dont la Commission dispose, c'est-à-dire d'incitations suffisamment puissantes pour obtenir la coopération des pays concernés. Donc là, il était très clair, le commissaire européen, il cache très bien que c'était complètement déséquilibré. Alors, cette politique, elle a été réitérée dans le pacte européen sur l'asile adopté en 2008. Et aujourd'hui, la signature des accords de réadmission fait partie d'une soi-disant nouvelle approche globale de la question des migrations et de la mobilité qui a été adoptée par la Commission européenne en juillet 2011. Et cette approche est mise en œuvre à travers la conclusion de partenariats pour la mobilité avec différents pays, dont le Maroc. Il y a aussi des négociations parallèles, par exemple avec la Tunisie. Donc en échange de la conclusion de ces fameux accords de réadmission, mais également des accords de coopération pour renforcer le contrôle aux frontières, qui incluent par exemple une plus grande coopération avec les agences européennes comme Frontex, l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures. Ce partenariat prévoit la facilitation des procédures de visa, la migration de travail, le renforcement de capacités en matière d'asile, les mesures favorisant l'intégration des nationaux dans les pays d'accueil en Europe. Toutefois, le bénéfice de la facilitation des visas reste conditionné et très hypothétique. Ce n'est pas du tout automatique ni permanent. Le document de la Commission sur l'approche globale des migrations et la mobilité dit: l'Union européenne pourrait envisager au cas par cas et en tenant compte de la relation globale avec le pays concerné, de prendre des mesures conditionnelles conduisant progressivement à la libéralisation du régime des visas pour le pays en question. Donc ça veut dire qu'on n'y est pas encore. Pour autant que les instruments juridiques, accords en matière d'assouplissement de formalités d'octroi de visa et de réadmission et politiques, dialogue sur les politiques à mener et plan d'action, soient mis en œuvre de façon efficace. Ce qui veut dire d'abord vous mettez en œuvre de façon efficace les accords qu'on vous impose, par exemple de réadmission, et après on pourra voir si progressivement on peut aller vers une politique de libéralisation, facilitation de visa pour quelques-uns. On sait très bien ça concerne quelques hommes d'affaires et basta. Quant à la migration de travail dont il parle également, elle est envisagée uniquement dans l'intérêt de l'Union européenne. Dans le même document sur la question de migration et de mobilité, il est écrit: le but des migrations et de la mobilité est de contribuer à la vitalité et à la compétitivité de l'Union européenne, garantir l'existence d'une main-d'œuvre adaptable, possédant les qualifications requises, capable de faire face avec succès à l'évolution constante de la démographie et de l'économie, est une priorité stratégique pour l'Europe.
Donc c'est pas du tout dans l'intérêt du développement des pays, comme en l'occurrence le Maroc, mais uniquement dans l'intérêt de l'économie européenne. Enfin, pour terminer, je trouve qu'il est inadmissible que l'Union européenne envisage de signer des accords de réadmission au moment même où le Maroc, la violation des droits des étrangers, migrants et réfugiés atteint un niveau sans précédent. Alors que, par ailleurs, elle parle toujours, l'Union européenne, de la nécessaire collaboration en matière de protection des droits des réfugiés et des migrants. Le fait de négocier, de signer un tel accord en ce moment, ça constitue en fait un encouragement de l'Union européenne au Maroc pour continuer à assurer la protection des frontières de l'Europe au mépris des droits fondamentaux des migrants. Et d'ailleurs, on voit dans le document de travail que la Commission a publié en 2013 sur les progrès qui ont été réalisés en 2012 sur la mise en œuvre de la politique européenne de voisinage au Maroc. La question du respect des droits des réfugiés, elle est à peine effleurée, et c'est juste dans la partie coopération en matière de justice et de sécurité, et avec la lutte contre la drogue et le terrorisme, c'est pas dans la partie respect des droits de l'homme. Donc on voit très bien comment l'Union européenne, tout ce qui lui compte, c'est la signature d'accords de réadmission pour que le Maroc renforce son rôle de contrôle des frontières. Et l'Union européenne ne veut pas savoir quelles sont les conséquences de cette politique sur les droits fondamentaux des migrants. Enfin, on pourrait noter que si le Maroc refusait de signer cet accord, ce ne serait pas une catastrophe dans les relations avec l'Union européenne, puisque le document sur l'approche globale des migrations et de la mobilité de la Commission prévoit une alternative pour les pays qui ne seraient pas prêts à assumer l'ensemble des obligations et des engagements. C'est un programme commun pour l'immigration et la mobilité qui fixerait des simples recommandations et des objectifs en matière de coopération, mais qui n'implique pas nécessairement la négociation d'accords en matière d'assouplissement des formalités de visa et de réadmission, et qui reste non contraignant. Donc l'Union européenne a déjà envisagé le fait qu'un pays pourrait refuser. Donc le Maroc pourrait très bien refuser sans que ça crée une crise diplomatique avec l'Union européenne. Donc, شكرا